William Galibert. George Best n'a jamais gagné la Coupe du Monde, il l'a même jamais disputée. Franchement, c'est pas bien grave. Ça n'enlève rien à sa légende, celle du gamin de Belfast qui est devenu la première rockstar du foot, années 60, belle gueule, cheveux longs, maillot sorti du short. George Best était plutôt du genre excessif, avec une balle au pied, avec un verre à la main ou avec une femme au bras. Bonsoir Vincent Duluc. Bonsoir. Le 5e Beatles, c'est chez Stock et c'était le surnom de George Best. Faut dire que ce garçon était entouré d'une sorte d'hystérie collective dans les stades, des fans, des filles, des tabloïds. Il y avait vraiment une sorte de folie autour de ce garçon. Oui, c'est une folie qui est liée à l'époque et qui est liée au basculement, on va dire, à la révolution sexuelle, à l'apparition de la pilule, au changement de coiffure, à l'apparition de la mini-jupe, au changement de musique. Et lui a incarné vraiment cette révolution. Avant lui, les joueurs anglais de foot étaient des gars à cheveux courts, à longs manteaux gris, et avec lui, ils ont commencé à porter des couleurs invraisemblables et à se laisser pousser les cheveux. Alors pourquoi lui, justement? Qu'est-ce qu'il avait en plus? Au départ, il avait des espèces de grâce invraisemblable sur le terrain. Quand on revoit un peu les images aujourd'hui, parce qu'il y a un culte George Best, il y a à peu près 50 livres qui existent sur lui en Angleterre. Ça fait 51 avec le vôtre. Ouais. Ouais, mais c'est le seul, en France, c'est le premier. Je peux au moins revendiquer ça. En Angleterre, il y en a 50. La moitié s'appelle à peu près George et moi, entre ses anciennes femmes, entre son coiffeur, entre à peu près tout le monde. Il y a des tas de CD de ses entretiens, par exemple à la BBC. Il y a des DVD invraisemblables. Et les DVD permettent de voir, effectivement, que balle au pied, c'était un joueur différent de l'époque. Il est révolutionnaire sur le terrain. Il a l'air de voler comme ça autour de ses adversaires. Il est beaucoup plus gracieux que le reste des costauds anglais des années 60. Oui, voilà, c'est un dribbleur. Donc c'est quelqu'un qui capte tout de suite l'imagination des foules, qui électrise un peu les foules anglaises. En plus, à l'époque, aujourd'hui, les stades anglais sont parfois un peu tristes, un peu silencieux. C'est une espèce de classe assise. Mais à l'époque, c'était la classe ouvrière debout. Qui faisait un bruit pas possible, c'était très différent. Et il est révolutionnaire en dehors parce qu'il a des rouflaquettes, les cheveux longs, la petite faussette qui plaît aux filles. Ça aussi, c'est nouveau dans le foot. Il y a les Beatles à côté qui commencent à se faire voir, mais dans le foot, c'est assez nouveau ça. Ce qui est nouveau aussi, c'est de se sentir aussi libre et de le montrer à ce point-là. Par exemple, les joueurs professionnels du début des années 60 en Angleterre devaient vivre chez une logeuse s'ils n'étaient pas mariés. Donc lui, il a très vite fait le mur chez sa logeuse, mais il lui restait quand même très longtemps fidèle et il a préféré être célibataire pendant toute sa carrière et rentrer tard à l'aube. Et c'est un garçon qui se bat pour être au sommet dans tous les sens du terme. Sur le terrain, il veut gagner, il veut marquer. En dehors des terrains, il veut scorer d'une autre manière avec les jeunes filles qu'il attire dans sa Jaguar ou dans sa Lotus. C'est un garçon qui refuse la défaite, qui comme ça veut conquérir le monde un peu. Oui, il a un peu cette espèce d'arrogance ou d'orgueil à vouloir être le dernier homme debout au bout de la nuit et le dernier homme debout dans le pub et être l'homme qui aura marqué le plus de buts, en tout cas les plus beaux buts, et qui aura conquis le plus de filles, et en tout cas les plus belles filles. Et c'est justement parce que ça commence à plus trop marcher que sa chute personnelle est un peu engagée, parce que sur le terrain, son équipe de Manchester, qui a été championne d'Europe, commence un peu à faiblir parce que les joueurs qui l'entourent sont plus haut niveau pour le porter un peu en vedette. Je pense qu'on est exactement au cœur, effectivement, de son déclin. Alors, c'est sans doute un déclin accentué par ses nuits trop courtes et par sa consommation d'alcool et par le nombre de filles avec lesquelles il finit au petit matin. Mais à vous lire, on a l'impression que peu importe la quantité de vodka qui s'engloutit la nuit, le lendemain, quand il est motivé, quand il a ses copains qui tiennent le coup à côté, eh ben, c'est un roi sur le terrain. Absolument. Le génie survit très très longtemps à son mode de vie. Je pense que ce qu'il tire un peu vers le bas, vers quelques ténèbres personnelles, c'est le sentiment que Manchester United s'affaiblit et que plus jamais il jouera dans la meilleure équipe du monde. Il a été Ballon d'Or en 1968, il a gagné la Coupe d'Europe en 1968, donc il était vraiment au sommet à 22 ans, et après ça a commencé à descendre tout doucement, et il s'est fait virer définitivement de Manchester en janvier 1974, et 4 mois après, Manchester United descendait en 2e division, donc c'était un déclin quasiment parallèle. Et moi, j'ai quasiment vu en George Best un personnage un peu mythologique comme ça, qui court après sa propre jeunesse, après son propre passé. Il a que 27 ou 28 ans, mais il veut redevenir champion. Il a l'illusion que l'alcool, les kilos en trop, tout ça va pouvoir être effacé d'un coup de gomme. En fait, moi, je le crois sincère à chaque fois qu'il veut revenir. Alors, c'est un peu comme un boxeur. Il y a une espèce de mythe du comeback. À chaque fois, il se dit, allez, je reprends la course. Je vais arrêter de boire. De toute façon, je maîtrise. Je vais recommencer. Mon génie va revenir. Et c'est vrai que son génie revient. Mais il est revenu sans doute un peu de moins en moins souvent. Mais notamment quand il part s'installer aux États-Unis en 1979 à Hermosa Beach, il a vraiment une vraie vie. Alors, il a dit après dans les interviews
qui avait longtemps habité au bord de la mer, mais qui avait un bar entre chez lui et la plage et qu'il n'avait jamais vu l'océan. Mais c'est pas tout à fait vrai. Il avait vraiment fait les efforts. Et puis il aimait aussi comme ça raconter sa propre légende. Il aimait être entouré. Il raconte cette anecdote où un garçon un hôtelier, un petit groom lui dit le retrouve dans une chambre d'hôtel avec une femme à moitié nue, de l'argent partout, et lui il commence à lui dire mais Georges, qu'est-ce qui s'est passé? Où c'est que ça a merdé, si je peux me permettre l'expression? Mais je pense que c'est la vraie traduction de l'expression anglaise à partir de laquelle je l'ai écrit. J'ai pas osé l'écrire comme ça, mais je pense que c'est la vraie traduction. Oui, voilà, c'est une légende qui racontait. Bon, à chaque fois, le serveur était nord-irlandais. Parfois, ça se passait à Londres, parfois à Las Vegas. Mais voilà, il sortait du casino, il avait gagné 15 000 livres, 15 000 $. Il était avec Miss Monde, une Miss Monde de l'époque, qui s'appelait Marjorie Wallace. Et voilà, il était capable d'avoir beaucoup de recul et une certaine autodérision, mais aussi avec beaucoup de charme et de raconter sa propre chute. Et finalement, ce qui a rendu aussi le mythe aussi durable, c'est que sa propre chute a été complètement publique. C'est-à-dire que l'ascension a été... Personne n'a jamais été, je pense, aussi photographié que lui en Angleterre dans ces années-là, à part les Beatles, à part les Stones. Et ensuite, il a continué à être photographié et sa chute est restée publique. Un dernier mot, mais sur vous, Vincent Duluc, parce que dans ce bouquin, le 5e Beatles, on retrouve le petit Vincent Duluc qui tombe amoureux de George Best quand il a une dizaine d'années et qui part chez son correspondant en Angleterre. Vous êtes très affectif avec lui, vous lui pardonnez tout, on a l'impression, il y a beaucoup de vous dans ce bouquin. Ouais, franchement, oui, c'est pas un bouquin de foot. Il doit être question de foot pendant quoi, 10 pages, 15 pages sur 220 ou 230. C'est pas un bouquin de foot, c'est plutôt un bouquin d'affection pour cette Angleterre-là, pour ce style-là, pour ce panache-là. Il pourrait exister un George Best aujourd'hui, il survivrait pas 5 minutes aux réseaux sociaux dont on nous rebat les oreilles pour les Bleus à Clairefontaine, ailleurs au Brésil. Enfin, est-ce qu'il pourrait exister aujourd'hui où sa carrière serait totalement annihilée dès le début? Je pense que sa carrière pourrait durer un peu plus longtemps parce que le système des transferts lui aurait permis de peut-être se tenter de se régénérer ailleurs, au Real Madrid, au Milan, au lieu de descendre avec Manchester. En revanche, il fera exploser le média training, la langue de bois et toutes les choses très lisses qui nous accablent. Mais il aurait un peu de mal. On va dire qu'il y a 2-3 joueurs qui auraient le profil. Peut-être Mario Balotelli, l'attaquant de Milan, il pourrait faire ça, mais sportivement, il lui arrive pas la cheville, donc c'est pas possible. Il faudrait imaginer. En fait, le seul qui a pu s'approcher et qui était un cousin lointain, c'était quand même Diego Maradona, probablement. George Best, le 5e Beatles, c'est une histoire de foot, mais pas seulement. C'est un vrai roman. C'est pas une énième biographie de footballeur. On vous le conseille. C'est paru chez Stock et c'est signé Vincent Duluc. Merci d'être passé nous voir ce soir. Merci beaucoup.